On reproche parfois à des analystes d'événements de ne pas prendre en compte suffisamment de points de vue pour mener à bien leur travail. Certes, mais ne pourrait-on pas déjà montrer plus clairement l'intérêt de multiplier ces points de vue ? Eh bien, c'est justement le projet de cette animation, et c'est ce que nous allons maintenant vous présenter. Johan, ingénieur sécurité expérimenté, et Marguerite, jeune étudiante en stage de Master 2, sont dans une salle de réunion d'une entreprise. Il s'agit d'une entreprise multimétier du bâtiment, disposant notamment d'un service de plomberie. Marguerite, voici comment s'est déroulé cet accident du travail dont a été victime récemment Edgar, l'un de nos plombiers. En fin d'après-midi, il a été appelé pour intervenir sur un immeuble en construction. Edgar a alors rassemblé ses outils dans sa grosse sacoche, l'a mise en bandoulière et est parti. Mais il faisait déjà sombre dehors, et un peu plus loin, en tournant au coin de la rue, il a roulé sur un parterre de feuilles et est tombé lourdement. On a donc analysé l'accident et voilà les causes que nous avons identifiées. Les pneus lisses, la sacoche lourde et portée sur le côté, le parterre de feuilles au coin de la rue, l'éclairage qui était faible, la vitesse de déplacement d'Edgar relativement élevée, sa vision de myope qui a été pénalisée par l'éclairage faible et l'absence de port de lunettes correctives. Ok. Et donc là, vous avez identifié des causes techniques ou liées à l'individu. Avec l'idée que lorsqu'elles sont toutes présentes en même temps, ça conduit presque inévitablement à l'accident. Ça revient à dire qu'il existe un lien de causalité qu'on peut considérer comme fort entre cet ensemble de causes et la survenue de l'accident. Et ça veut dire également, pour vous, que si l'une des causes n'était pas présente, l'accident n'aurait pas eu lieu. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on a travaillé. Ok, mais cette année, dans nos cours, des intervenants nous ont présenté aussi d'autres approches. Et je pense qu'elles devraient être assez complémentaires des vôtres. Tu n'as pas l'intention de me parler d'interprétation ou d'appréciation subjective quand même. Non, ce sont plutôt des approches avec des relations d'influence, et donc pas uniquement avec des liens de causalité forts. Ça revient à dire que ces relations peuvent alors être vraies en général, mais pas de manière certaine à tous les coups. Dans ce cas, on peut seulement dire que les facteurs qui sont pointés favorisent en règle générale la survenue de l'accident à travers ces relations d'influence. Tu peux préciser ? Je ne vois pas trop où tu veux en venir. On pourrait regrouper les idées des intervenants dont je te parle, par exemple autour de 4 grands points de vue. La situation de travail dans laquelle se trouve l'opérateur victime de l'accident, la démarche de maîtrise des risques déployée dans l'entreprise pour éviter que ce type d'accident n'arrive, l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire la structure, les règles de fonctionnement, de communication qui ont été mises en place pour faire fonctionner la boîte, et enfin, les relations entre les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire les tensions, les alliances, les valeurs, les rêves, les relations de pouvoir. C'est en fait tout ce qui tourne autour de l'émotion dans l'entreprise, ce que certains considèrent comme étant le véritable carburant qui fait tourner l'organisation dont on vient de parler. Ah oui, alors pour nous, ça serait la situation de travail dans laquelle se trouvait Edgar au moment de l'accident, la démarche de maîtrise des risques que nous utilisons dans notre entreprise, notre organisation générale avec sa structure et ses règles de fonctionnement et de communication, et donc aussi les relations qui existent entre les différentes entités chez nous. Oui, et donc, pour le pétale situation de travail, on pourrait se demander quels étaient ses objectifs le jour de l'accident. En quoi consistaient les travaux qu'il avait à faire ? Quelles consignes avait-il pour son travail ? Où les a-t-il trouvés ? Comment les travaux à faire avaient-ils été préparés ? Se dépêchait-il ? Pourquoi ? Qu'en est-il des déplacements ? Comment a-t-il déterminé son itinéraire ? Le connaissait-il déjà ? Des points à risque étaient-ils identifiés sur cet itinéraire ? Et connus de lui ? De quels outils avait-il besoin ? Sont-ils personnels ? Pourquoi ? Est-il normal qu'il les transporte avec lui ? Pourquoi ? Quelle tenue devait-il porter ? Pourquoi ? De quel mode de déplacement disposait-il ? La bicyclette est-elle personnelle ou commune ? Comment choisit-il ? Qu'est-ce qui dépend de ce choix ? Transport des outils, tenues, chaussures, délais. Pourquoi a-t-il choisi ce jour-là la bicyclette pour se déplacer ? A-t-il vérifié l'état de la bicyclette et pourquoi ? Et à chaque fois, on peut se demander si c'est exceptionnel ou habituel. Tu sais, on s'interroge aujourd'hui, nous aussi, sur les déplacements. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas faire le transport des outils par d'autres personnes du chantier ? Et la maintenance des bicyclettes. C'est vrai que ce n'est pas normal que certaines se soient retrouvées avec des pneus lisses comme ça.
Tu sais, en fait, ça nous amène tout droit au deuxième point de vue dont je t'ai parlé tout à l'heure. La démarche de maîtrise des risques de votre entreprise. Parce que si vous êtes faible dans ce domaine, ça a pu aussi favoriser l'arrivée de l'accident. Les questions qu'on peut se poser pour explorer ce type d'explication sont alors, par exemple, quelles sont les catégories de risques dans lesquelles on peut éventuellement classer cet accident? Comment sont cotés les risques de ces catégories? Comment les déplacements en cours de journée sont-ils pris en compte dans les analyses de risques? Documents uniques en particulier? Parmi les accidents déjà enregistrés, quels sont ceux qui impliquent un déplacement inopiné pendant la journée de travail? Une bicyclette pas en parfait état? Une météo défavorable? Ces éléments ont-ils été pris en compte dans les documents du système de gestion des risques? Les questions soulevées par ces accidents ont-elles été traitées? Par exemple, l'état de dégradation de la bicyclette avait-il été identifié, déclaré en tant qu'écart et traité pour être corrigé? Les préconisations retenues pour traiter ces accidents ont-elles été mises en œuvre? Celles qui n'ont pas été retenues auraient-elles eu, a priori, un effet sur cette situation? Des mesures étaient-elles prévues, obligatoires, facultatives, relatives à la météo, à l'alerte concernant les chutes importantes de feuilles, au transport de la sacoche à bicyclette? La procédure de contrôle du bon état de la bicyclette a-t-elle été mise en œuvre? Sinon, la personne censée la réaliser en avait-elle les compétences, le pouvoir, les moyens? Si oui, alors pourquoi par exemple les remontées du système qualité relevant de l'état de dégradation chronique des bicyclettes n'ont pas entraîné d'action corrective? Et le plombier, était-il informé des risques, en général et en particulier dans ce cas? Comment était-il censé en être informé? Et plus globalement, les indicateurs en place ont-ils attiré l'attention de la ligne hiérarchique sur le risque d'un tel accident? Sinon, pourquoi? Et à chaque fois, on peut se demander si c'est exceptionnel ou habituel. C'est vrai, on a peut-être également des progrès à faire dans le fonctionnement général de l'usine. Peut-être, effectivement. Car cette démarche de maîtrise des risques, après tout, c'est finalement que l'un des éléments de la structure et des règles de fonctionnement mises en place pour faire fonctionner votre entreprise. Là aussi, il doit sûrement y avoir des choses qui ont pu favoriser la survenue de l'accident d'Edgar. On peut se demander ici, par exemple, comment est définie l'allocation des différentes interventions aux plombiers? Quelles sont les pratiques d'organisation de travail ou les accords, conventions au sein des plombiers? Chacun est-il spécialisé dans un type d'intervention en particulier? Comment sont organisés et prévus les temps d'échange entre les différents plombiers et avec d'autres utilisateurs des véhicules? Permettent-ils d'échanger sur leurs expériences, sur l'état des véhicules, sur les clients? Quelles sont les délégations de pouvoir dans cette entreprise concernant la maintenance en conditions opérationnelles des véhicules? Les modifications inopinées de mission, notamment celles des plombiers, ou encore la vérification de l'adéquation des aptitudes et compétences des plombiers pour les tâches qui leur sont attribuées. Si la délégation du maintien en conditions opérationnelles des véhicules est au niveau des plombiers, ont-ils les compétences, les moyens, les pouvoirs pour réaliser cette délégation? Quelles contraintes ont amené le manager du plombier à l'envoyer chez ce client? Les risques supplémentaires, trajets en particulier, ont-ils été pris en compte? Plus globalement, pour quel type de client travaille-t-on dans l'entreprise? Impose-t-il des délais très serrés? Et pour expliquer l'accident, peut-on évoquer aussi un non-respect des règles de fonctionnement? Règles d'allocation du travail, d'attribution du véhicule, de notification de la mission, ou l'existence de conflits entre acteurs? Et à chaque fois, on peut se demander si c'est exceptionnel ou habituel. C'est vrai, cette dimension relation entre acteurs a peut-être joué dans la survenue d'un accident comme celui-là. C'est la raison pour laquelle on pourrait remplir encore un autre pétale de la marguerite en se demandant quelles sont les relations qui existent entre les plombiers et leurs managers, amicales ou conflictuelles. Y a-t-il des arrangements personnels, formels ou informels entre eux? Comment le manager est perçu par l'équipe de plombiers? Compétent, légitime? Se sent-il contraint? Y a-t-il des missions reconnues comme difficiles? Conditions de travail, complexité, urgence, clients, coordination avec autres opérateurs? Comment sont-elles attribuées? Comment sont-elles valorisées? Comment sont-elles perçues par les plombiers? Les plombiers coopèrent-ils, de manière formelle ou informelle? Quels sont les enjeux des relations entre les différents plombiers? Pouvoir, information, ressources, reconnaissance, solidarité, entraide, carrière, sécurité.
Quelles sont les normes? L'identité professionnelle de l'équipe de plombiers. Qualité de travail avant tout? La vérification des moyens de déplacement et le port de protection font-ils partie de la culture, des pratiques professionnelles? Le métier est-il valorisé par l'entreprise? Paix, avantages divers. Des parcours de carrière sont-ils ouverts aux plombiers dans cette entreprise? Quelles sont les relations entre l'équipe de plombiers et le reste de l'entreprise? Par exemple, le service de maintenance des bicyclettes. Comment est perçu l'intérêt du métier dans l'entreprise, dans la société? Et à chaque fois, on peut se demander si c'est exceptionnel ou habituel. Eh bien Marguerite, c'est vrai qu'avec tous ces points de vue représentés par tes pétales, on ne voit plus vraiment les choses de la même manière.